À Mirabel et Blacon, au cœur du Val-de-Drôme, Paul Allier s'occupe désormais de ses légumes. Mais, tout au long de sa vie professionnelle, il fut boucher. Ah, peut-être pas un de ces bouchers à l'ancienne, dont les gigots se voyaient à l'extérieur du magasin, mais un de ceux qui ont couru la campagne pour vendre leurs produits. Et Paul Allier a passionnément aimé son métier qu'il raconte avec chaleur. Dans quelles circonstances est-ce qu'on devient charcutier? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Boucher, attention. Parce que c'est pas la même chose. Attends, mais vous avez fait les deux, boucher? Non, j'ai fait moi boucherie. Et je vendais la charcuterie, mais je n'étais pas charcutier. D'accord. J'étais que boucher. D'accord. Parce qu'autrefois, il y avait le tripier, le boucher, le charcutier, le traiteur. Mais vu la déspécialisation aujourd'hui de tous les métiers, la grande distribution a tout déspécialisé. Automatiquement, les métiers se sont mariés les uns dans les autres, et finalement on fait tout et rien. Parce qu'il vaut mieux connaître qu'un métier, mais le connaître comme il faut. Alors j'ai appris que le métier de boucher, mais je vendais de la triperie, je vendais de la charcuterie, bien sûr, parce que ça, tout le monde en est capable. Mais le métier de boucher, c'est le bœuf, le veau et l'agneau. Le porc, c'est la charcuterie. Ah, Attention. Et du reste, on disait toujours, les charcutiers, nos amis charcutiers, ce sont des bouchers qui ont mal tourné. Ah oui, alors ça les piquait un petit peu, quoi. Ben, c'était sympa, quoi. Alors donc, c'est comme ça que moi j'ai appris le métier de boucher, et j'aime pas tellement la charcuterie. Honnêtement, c'est pas mon truc. J'ai jamais fait beaucoup de charcuterie, puis ça me plaisait pas, c'est surtout ça. pourquoi? Parce que c'est... Mais c'est pas, on fait de la cuisine. Moi, la boucherie, on a affaire à une clientèle dans son magasin, et que le charcutier ne va pas dans le magasin, il reste dans le labo, le charcutier. La différence est là, et c'est sa dame qui vend la charcuterie, que le boucher, c'est lui qui coupe la viande, et la dame du boucher encaisse. À la caisse, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous, on a affaire à la clientèle, qui est à peu près 90% féminine, faut pas l'oublier. Et souvent, du reste, toutes les clientes, quand on parle, on va à la boulangerie, on va à l'épicerie, on va à la charcuterie. Mais on va voir son boucher. Tout le monde dit « j'ai mon boucher », c'est le mien. C'est possessif, mais je veux dire, si vous faites attention, c'est ça la boucherie. Et que la charcuterie, les dames, comme on a 90% de clientèle féminine, elles vont à l'épicerie, il y a une dame, elles vont à la charcuterie, il y a une dame, et elles voient qu'un homme dans la matinée, c'est son boucher. C'est clair. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. J'ai aimé ce métier et je l'aime encore. Honnêtement, si j'avais la santé, puis bon, que je ne sois pas à la retraite évidemment, je repartirais tête baissée sans problème. Parce que c'est quoi le plaisir? C'est le contact. C'est tout le contact. D'abord, aimer la viande, première des choses. Et puis bon, c'est vrai qu'il faut être courageux. Faut pas, la boucherie, c'est très pénible. Il y a des quartiers à porter. Le plus gros veau que j'ai porté dans ma vie, quand même, 186 kilos. Il faut le monter dans le camion. Ah oui. Donc j'ai porté le double de mon poids. Alors il faut monter les 6 marches du pont pour monter dans le camion, l'accrocher par une patte seulement, et après il faut le déballer. Et 186 kilos, c'est pas la tarte. Alors ça, lorsque vous fait 186 kilos, ça veut dire qu'il sortait directement de l'abattoir? Non, il était, oui, en carcasse. 150, 140, 160, c'était du quotidien. Alors, et aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas mal au dos. Alors quand on me dit que les sacs de ciment de 30 kg, il ne faut pas en porter, c'est du pipeau pour moi. Mais enfin, ça s'arrête là. Vous étiez en magasin et puis aussi en tournée? En tournée. Alors moi, je suis rentré chez Palaye à Die dans les années 71. Vous aviez quel âge? J'avais 20 ans. Mais oui, je suis 51, oui, c'est ça, 20 ans. Donc j'ai attaqué les tournées dans le Haut-Diois en faisant 680 km par semaine, de ferme en ferme et de village en village. Donc de Val-Drôme, Borrières, Lèche, Glandage et compagnie, jusqu'en bas, jusqu'à Espenel. On descendait parce que comme il y avait plusieurs boucheries, Die, Châtillon, Luc, Saillant et Oust, ils avaient tous des petites tournées, ces petits bouchers. Donc lui, il a dit, mais je vais faire un emploi pour eux, il fallait tourner de tous ces petits magasins. C'est comme ça que ça avait créé un emploi et je faisais la tournée de tous ces petits magasins. Alors tous les jours, je partais. Alors attendez, j'ai pas bien compris. Les différentes petites boucheries que vous nous avez parlé, elles appartenaient toutes à des vieux qui ont pris les retraites. Et puis Palaye avait racheté. Il avait racheté au fur et à mesure. Et puis alors chacune avait sa petite... tournée de demi-journée par semaine. Dans la neige, parce que là, au Diois. Et j'ai quand même servi toujours tous mes clients. Jamais j'ai oublié, je me suis fait traiter de fou par mes clientes, parce que le temps était tellement mauvais. Et là, ce qu'il y avait de très bien, et que je pense qu'il n'existe guère aujourd'hui, c'est que de ferme en ferme, quand j'ai quitté une ferme,
où j'arrivais au village, on téléphonait pour voir si j'étais bien arrivé. Oh, c'est sympa. Ah oui. Donc, ils disaient, ben, Paul est bien arrivé, il n'y avait pas eu d'accident, parce que attention, c'est travers comme ça, là-haut. Alors, si au bout d'un quart d'heure, je n'étais pas arrivé, quand même, ils se seraient inquiétés. Et quand c'était très mauvais, et bien même le soir, enfin pas tous les soirs, mais quand c'était vraiment mauvais l'hiver, et ben il téléphonait à dit vers 8h du soir au patron pour voir si j'étais rentré. Et alors, ça veut dire que pour chacun de ces petits villages, vous passiez, si je me mets du point de vue du client, vous passiez, vous, une fois par semaine. Une fois par semaine. Vous voyez. Donc, autrement dit, les gars, ils faisaient le plein. Je faisais le plein pour la semaine, puis voilà. Mais on travaillait, il y avait beaucoup de monde. À l'époque, j'étais second chiffre d'affaires dans la maison chez Palayer. Et oui, il y avait 10 dans le premier, bien sûr, et moi, puis après Luc, je crois que c'était, puis Saillant, puis Châtillon. On m'a pas fait bon passage. Et donc, j'étais. C'était rentable, quoi. Camion frigorifique. Et des banques réfrigérées, on avait. Et la vente se faisait à l'intérieur. On n'avait pas un camion qui s'ouvrait. C'est-à-dire que le problème, on avait plus de mauvais temps dans le Diois que du beau temps. Donc, le patron avait acheté un camion qui était fermé, on rentrait comme dans un bus. Voilà, le principe était là. Alors il y avait une banque d'un côté réfrigérée, de l'autre côté charcuterie. Alors boucherie d'un côté, et là, une allée centrale et un plot au fond. Et la caisse, bien sûr. Et donc, seulement quand il neigeait, ben, au moins on était à l'abri. Que si on avait eu un truc qui se lève devant, automatiquement quand il fait froid ou qu'il neige, surtout qu'il tombait plus de neige à l'époque il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Et combien de fois j'ai pris la pelle? Je ne vous fais pas de dessin. Et j'avais des chaînes, je ne les ai jamais mises. Il fallait aimer quoi, ce travail, moi, c'était ma passion. Alors, d'un autre côté, il y avait, bon, évidemment, vous deviez juste les croiser, mais il y avait les épiciers qui faisaient pareil. Bien sûr. Hein? Voilà, puis on mangeait à midi souvent ensemble, on buvait l'apéro. Ben oui, parce que l'apéro n'était pas comme aujourd'hui, on pouvait un peu s'écarter quoi. À Châtillon, il y a un ouvrier qui était parti. Alors le patron m'avait dit, ben, écoute, tu vas aller à Châtillon, c'est plus relax quand même comme boulot que la tournée. Alors j'ai fait Châtillon quelque temps. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Saillant. Oui, toujours pour la même maison. Voilà. J'ai fait Saillant. Luc, je le faisais qu'au mois d'octobre quand Daniel prenait ses congés, parce qu'à Luc, on avait le problème qu'il n'y avait qu'une boucherie, on ne pouvait pas se faire remplacer. Qu'à Saillant, il y avait 2 boucheries, à Châtillon, il y avait 2 boucheries. Alors on pouvait dire, ben, ce mois-ci, c'est toi, ce mois d'après, c'est moi. Donc à Luc, on ne pouvait pas. Alors donc, moi qui étais célibataire, puis j'aimais la chasse. Alors, ça me faisait bien de prendre au mois de novembre pour aller au sanglier. Bon, passons quoi. Alors, ça ne me gênait pas du tout. Et puis après, donc, j'ai fait après 9 ans encore après à Oust, à la boucherie. Là aussi pour balayer également, quoi. Puis après, ça a arrêté, ça a fermé. Philippe est tombé malade. Bon, puis voilà, quoi, c'était comme ça. Alors, donc, ça s'est arrêté. Et puis, j'ai fini ma carrière au canoë, à Oust, parce que j'ai jamais travaillé dans la grande distribution. Et à 50 ans, j'ai dit je ne pourrais pas m'adapter à ce principe. Et là, donc, je suis rentré, j'ai resté 9 ans, je suis à la retraite, puis terminé. Voilà, ça fait que... Donc, il y avait 2 boucheries à Saillant, 2 à Soult. À Luc, à Châtillon. Châtillon. Attends, ça veut dire que c'était des commerces qui arrivaient à vivre, quand même. Bien sûr. Et évidemment, il n'y a pas de grands supermarchés, ni à Die, ni à Cré. Le problème, il est là. Et parce que bon, on nous dit qu'ils créent des emplois, ils n'en créent pas d'emplois. Parce que c'est vous qui faites le boulot dans le supermarché. C'est vous qui vous servez. Bien sûr qu'ils vendent meilleur marché, c'est facile. Les gens n'ont pas la main d'œuvre à payer. C'est nous, clients, hein, même à la caisse, il n'y a bientôt plus de caissières. C'est nous qu'on se paye. Non, mais c'est vrai, il faut mettre les choses en face. Que quand il y avait des petits bouchers, il y avait un boucher, il embauchait un ouvrier, un petit apprenti. Mais à force qu'il y en ait, ça employait du monde tout ça. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas les supermarchés qui créent ou à 10, il n'y a pas le potentiel de bouchers qu'il y avait autrefois embauchés. Et là, bon, ben, on a tout faux. Hein. Un point de vue emploi, on a tout faux. Parce que les clients ne se rendent pas compte, c'est eux qui font le boulot. C'est eux. Et alors, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, je sais pas, moi, je dis Saillant, il y avait une différence entre les 2 boucheries? Ça veut dire il y a des gens qui allaient chez celui-là plutôt que celui-là? Les gens allaient chez les 2. Ah, chez les 2? Chez les 2. Ouais. Dans les villages, ils allaient chez les 2 et ils ne se cachaient pas. Non, ils ne se cachaient pas parce qu'ils savaient qu'on le savait. Et même souvent, le samedi soir, on buvait l'apéritif ensemble, les bouchers, avec les épiciers et les 2 boulangers également. On prenait le samedi soir, on prenait l'apéritif ensemble, puis c'était fini. Et on savait que, alors quand on fermait, on s'avertissait. 15 jours à l'avance, fais gaffe, je vais fermer à telle date. Et alors, pour ce qui est de l'approvisionnement, alors ça se passait où? C'était à l'abattoir de Die? Alors donc, le lundi, M. Palayer ramassait tout le bétail en campagne.
Des fois, même le dimanche après-midi pour avancer, parce qu'on attaque à 4h du matin, à l'abattoir. Le matin. Ah oui, 4h jusqu'à midi. Et souvent, on ne mangeait pas à midi. On faisait un grand casse-croûte à 7h30, 8h. Mais un dîner, c'était pas un casse-croûte, c'était un repas. Voilà. Et des fois, on finissait à 2-3 heures d'après-midi. Souvent, on dit le métier de maçon, tous ces métiers du bâtiment, c'est pénible. Et la boucherie, on ne sait pas ce que c'est. Parce que moi, j'ai vu tuer des bêtes à moins 24 dans les abattoirs de Die, le sang coulait et caillait. Ah oui, tellement il faisait. Tellement il faisait à moins 24. C'était je ne sais plus quelle année, il y avait moins 17 à Cré. Avec le Mistral, ça faisait un effet plus froid que moins 24 à Die sans Mistral. Et le sang, eh ben, je me souviens, on a beau dire, au niveau hygiène, on était resté 8 jours sans nettoyer l'abattoir, parce qu'on ne pouvait pas, c'était tout congelé. Et on rentrait la viande dans les chambres froides pour qu'elle ne se congèle pas. Alors les chambres froides ne tournaient pas, on la rentrait pour qu'elle ne gèle pas. On tuait les agneaux vite. Parce qu'une viande chaude va très vite pour se refroidir plus vite que le froid. C'est comme l'eau. L'eau chaude congèle plus vite. Alors la viande, c'était le même effet. On tuait 7-8 agneaux, allez vite au chaud. Alors ils rentraient dans la chambre froide. Ça fait que ça évitait qu'ils se congèlent, parce qu'après c'était la galère. Mais alors dites donc, au début... Oui. Apprenti. Et puis ça doit être impressionnant quand même. C'est dur le métier. Hein. Attention, c'est très dur. Le froid, alors le chaud, bon, pas trop le chaud, c'est plus le froid dans la boucherie. Hein. Dans les abattoirs, et puis, il fait très froid, il faut reconnaître. Puis on touche de l'eau froide. Quand on fait les cochons, on fait les têtes de veau, blanchir les têtes de veau, ben, on les blanchit à l'eau chaude. Mais après, on se pince à l'eau froide. Après, on les met dans l'eau froide pour qu'elles refroidissent. En plus, on travaille avec des bottes. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait très chaud dans les bottes. Il faut aimer son métier, c'est tout là. Mais alors, tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on commence à filmer, que tu voulais être boucher... À 4 ans, à 5 ans, 4-5 ans. Mais ça plaît nous. Mais je ne sais pas, c'est une vocation pour me faire capucin ou curé, je ne sais pas, mais bon, c'était quelque chose qui me passionnait, la viande. Coupée, et puis quand j'ai eu goûté, et j'adore les bêtes, alors que j'en tue. Seulement, je tue proprement une bête. Je ne la fais pas, j'essaye de ne pas la faire souffrir. Parce que souvent, pourquoi on a des ennuis avec Brigitte Bardot et compagnie? Parce qu'il y a des imbéciles, comme dans tout corps de métier, 5 ou 10%, qui ont maltraité les bêtes. Seulement, après, ça nous est tombé sur les gens honnêtes. Voilà, le problème, il est là. Si tout le monde avait fait son travail correctement, il n'y aurait pas d'ennui. Alors, moi, je pense que les problèmes qui sont créés, c'est des gens qui n'aimaient pas leur métier. Les gens qui aiment son métier, il le fait comme il faut. Bon, pour moi, dans mes têtes, des gens qui faisaient ça parce qu'il fallait faire quelque chose. Hein. Parce que d'abord, c'est un métier, il faut reconnaître qu'on n'est pas mal payé. On gagne bien sa vie, seulement il y a du boulot. À 20 ans, je me suis payé une herbeuse neuve. Alors, les copains, peut-être tu ne te fais pas chier, Paul. Voilà. J'ai dit, tu sais pas, moi, des fois, à 3 heures, je suis au boulot, que toi, tu es encore dans ton lit. Bon, ça c'était vite réglé. Les commentaires, c'était vite classé. Mais bon, c'est pour dire. C'est un choix. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est hard. Hein. Je dis que c'est hard, moi j'y suis passé, et puis il ne faut pas te feigner, il faut être honnête, il ne faut pas te feigner. Parce que les dimanches, il n'y en a pas. Et pourquoi pas? Et oui, à l'époque on travaillait le dimanche. Ah oui. Les gens n'avaient pas des réfrigérateurs comme aujourd'hui. Je me rappelle quand j'étais apprenti chez Sibyl, les gens n'avaient pas de frigo, ils allaient à la messe, les gens étaient un peu plus pratiquants qu'aujourd'hui. Oui. En sortant de la messe, ils venaient chercher leur viande, parce qu'ils n'avaient pas de réfrigérateur. Et oui, le dimanche matin, c'était une grosse journée. Est-ce que ça veut dire aussi que les gens consommaient plus de viande qu'aujourd'hui? Non, il y avait moins à manger. Non. Elle était chère, la viande. Elle n'a pas augmenté, la viande, il faut être honnête. Moi, je vois, il y a des bêtes, des bœufs, il y a 30 ans, ils coûtaient aussi cher qu'ils sont aujourd'hui. Eh oui. Eh oui. Et alors, évidemment, s'approvisionner, j'imagine que, on était sûr de tel fournisseur parce qu'on savait un peu comment il élevait ses bêtes, etc. Ça comptait, ça, enfin. C'était énorme.
Parce qu'on avait notre clientèle d'éleveurs, quoi, dans toute la région du Diois, du Vercors, parce qu'on avait même un Vercors chez des bêtes. Mais souvent, on n'allait même pas les voir, parce qu'il y a des éleveurs qui n'ont pas besoin de voir les bêtes. Ils savaient élever une bête. Puis il y en a qui ne savent pas bien. Et c'est pas prête, pas grasse. Alors il valait mieux aller la voir. Alors moi, quand je faisais la tournée, des fois, le patron me disait, tiens, si tu vois, passe là-bas, il a une bête à tuer, il regarde là comme elle est, quoi. Voilà. Ça lui évitait de courir, quoi. Puis je disais, monsieur, c'est bon, on peut y aller, quoi. Et ainsi de suite. Et donc, on ramassait les bêtes, le bétail en début de semaine, le lundi, quoi. On la battait. On les gardait, les carcasses, les bovins, surtout les bœufs, 10-15 jours dans les chambres froides, mais en carcasse, entier, pour qu'elles rassissent. Et oui, la viande, il faut qu'elle rassisse, en chambre froide, mais entier, en carcasse, pas découpée. Et le problème, souvent, les viandes sont démontées trop à l'avance dans les supermarchés, parce qu'il faut du volume dans les banques. Il faut du volume dans les banques. Alors on démonte, mais la viande s'altère. Que si vous la démontez à mesure, vous avez quelque chose de correct. C'est mince, s'il y a du temps, et le temps, c'est de l'argent. Oui, parce que effectivement, j'imagine que les techniques de refroidissement... À l'évolution, bien sûr. Ah ouais. Pas trop, parce que moi, je ne suis pas allé travailler dans la grande distribution. Alors ça ne m'a pas intéressé, ce travail de lessive, de carcasse. J'appelle ça de la lessive, moi. Et ça ne m'intéressait pas, du travail comme ça ne m'intéressait pas. J'ai dit, il vaut mieux travailler doucement, mais comme il faut. La viande, ça se respecte. Quand on aime quelque chose, on le respecte. Et aujourd'hui, moi je dis c'est pas respecté, je suis désolé, mais on lave les poulets, on lave tout. Dans les abattoirs, on lave. Parce que il y a pour l'hygiène, parce que c'est mal travaillé, c'est tout. Il n'y aurait pas besoin. Pas besoin. Si on travaille proprement, doucement et proprement. Parce qu'il faut quand même, c'est pas, je travaille chirurgien, mais quand on ouvre une bête, les boyaux, il ne faut pas les percer, hein. Alors, bien sûr, le fumier, il y en a partout là-dedans. Hein. Alors là, vous pouvez laver après, bien sûr. Alors après, mais si vous le lavez, il n'y a plus le film protecteur. Et là, pour les sécher, il faut passer dans une salle de ressuage. Alors, c'est une salle de ressuage, elle tourne pendant 3-4 heures sur un rail. Elle fait 5 cm, tac. Toutes les minutes, ça avance, tac. Alors, elle fait le tour de la salle de ressuage, puis elle sort, elle les sèche, bien sûr. Mais c'est pas naturel, ça. Alors. Donc, autrement dit, ça fait travailler la viande, ça la modifie un peu. Ça l'altère, ça ne se conserve plus. Quand elle est sèche, la viande, elle perd 2%. Ah oui, il y a de l'eau. Eh oui. Eh oui. Alors 2% qu'on perd déjà à enfin 50% à l'abattage de la carcasse, de l'animal vivant à la carcasse, 50%, un bœuf. 50%, oui, le viscère, le cuir, la tête, les abats. Parce qu'une bête est pesée sans ses abats. Alors 50% plus 2%, oui. Alors, et le problème après, c'est que quand on a des os, il y a aussi encore 25-30% d'aponévrose, des os, le gras, et ainsi de suite, ça aussi. Alors après on dit le filet de bœuf, il est à tel prix, mais évidemment, mais attendez, quand on a divisé, parce que moi j'ai vu des agriculteurs dire ouais, ton beefsteak il est à tel prix, et puis on m'a payé ma bête comme ça. J'ai dit oui, mais attendez, 50% à la poubelle, 2% après, 25% encore, ben, vous allez voir. Un bœuf, oui. D'abord, en gros, un bœuf vivant, ça pèse combien? Vivant, 800 kilos. Alors, et ces 700-800 kilos, on va en tirer combien? Alors, 200 kilos, déjà. Alors, au départ. Moins 25%. Après, 2%. Bon, ça se... Bon, allez, on va pas les compter. Moins 25% de déso. Et bien, ça fait combien? Ça va faire environ 280-300 kilos de viande, quoi. Souvent, on vend le pot-au-feu moins cher qu'on a payé le bœuf. Parce que les gens ne veulent pas du pot-au-feu en France. Le français est gourmand. Alors le beefsteak, après, il ne faut pas s'étonner. S'il monte, eh bien oui, il faut trouver les sous. Il faut compenser. On est obligé d'augmenter énormément certains morceaux pour pouvoir payer là où on a bouffé des ronds. Est-ce qu'aujourd'hui, les bêtes que nous mangeons, elles viennent comme ça de la proximité, ou bien est-ce que... Encore un peu, mais très peu. Parce que le tonnage qui se fait sur 10 au roman, il y en a un peu, mais ce n'est pas la majeure partie. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les viandes foraines. Alors les viandes foraines, c'est des bêtes qui sont tuées en Vendée, en Bretagne, je ne sais pas où, n'importe où, et on importe dans nos régions. Donc, on appelle ça des viandes foraines. Je me souviens, moi, il y avait une époque, les bouchers traditionnels, comme on était à Die, la grande distribution, on voulait faire payer une taxe aux viandes foraines.
Et oui, mais alors ça a été dur, on n'a jamais arrivé, parce qu'ils avaient la Manche, les supermarchés. La mairie de Die, je me souviens à l'époque, c'était M. Bognaud, le maire. Puis Palaye était le conseiller municipal, alors, il disait, mais tout ce qui rentre à Intermarché, il faut qu'on leur fasse payer une taxe de ces viandes d'importation, parce que les agriculteurs, ils vont crever dans le Diois. Le mot, il est là. Et oui, c'est ça, parce qu'on fait travailler des bœufs qui viennent de Normandie ou d'ailleurs, mais qui se débrouillent, les Normands. Et les Drômois se débrouillent aussi, non, mais chacun chez soi. Hein. Pour toi, personnellement, en famille, c'est quoi le meilleur morceau de viande que toi tu aimes? L'onglet ou l'entrecôte. Alors l'onglet, j'avais une recette d'un vieux boucher qui était parisien, qui m'avait donné un onglet de nettoyer tout autour, mais laisser le nerf qui est central, il y a un nerf central. Parce que c'est l'onglet, c'est le muscle qui se met en route quand on a l'hoquet. Il est derrière la panse dans l'animal. Donc, quand on fait hop, le hoquet, c'est l'onglet qui se contracte. Donc, et c'est un muscle qui est très savoureux, goûteux et tout. La recette, c'était, je l'ai essayé, c'est super. Vous faites un pot-au-feu la veille, tu gardes ton bouillon, et le lendemain, tu plonges ton onglet avec une ficelle, comme ça. 2 ou 3 minutes dans ce bouillon qui bout. Et donc, c'est une viande à manger saignante, et c'est une viande à griller normalement. Mais là, tu la fais bouillir 2 ou 3 minutes, tu le sors, tu prends ton couteau, tu enlèves le nerf qui est central, et tu goûtes ça. C'est gorgé de sang, c'est sublime. C'est des recettes personnelles. Et alors, tu manges ça avec du sel de Guérande. Du gros sel de Guérande dans l'assiette. Ben, essaye-le un jour, tu me donneras des nouvelles. Alors, d'autre part, lorsque tu étais, mettons, à Die, alors, c'est vraiment un métier de chirurgien. Il faut... Enfin, c'est précis, la viande, c'est très précis. Très précis. Les muscles, l'anatomie est constituée d'énormément de muscles. Alors, il faut tous les dépiécer, surtout dans la cuisse pour le beefsteak. Quand on fait une fondue bourguignonne, il faut enlever tous les nerfs. Par exemple, une fondue, par exemple, ou un steak, bon, les gens, ou un roast beef, s'il y a des nerfs, ils n'en veulent pas, hein, évidemment. Il faut suivre muscle par muscle. Et puis après, ben, chaque morceau a une destination culinaire qui est pas... Il faut bien savoir ce qu'on fait, là. Il ne faut pas faire une fondue avec n'importe quoi. Et puis bon, si les beefsteaks qui sont durs, automatiquement, ben, on les met au beefsteak haché, puis c'est fini, on ne se prend pas la tête. Hein. Les pointes de beef, souvent, en général, plus le muscle est près d'un os, plus il est tendre. C'est ça qu'on dit la viande qui est autour des os est meilleure, bien sûr, parce que plus il est près, meilleur c'est. Parce que quand le muscle travaille, il travaille dans un sens, et quand il va, voilà, et à l'envers, il y a plus de peine. C'est pour ça. C'est comme le filet de bœuf. Pourquoi il est tendre le filet de bœuf? Parce que c'est un muscle qui travaille que quand on recule. Alors les bêtes, elles ne reculent pas souvent. Hein. Ça arrive, mais bon. Parce que tout muscle qui travaille beaucoup, il est dur. Et une viande tendre, en général, est peu savoureuse. Une viande qui est un peu plus ferme, sous la dent, quoi, elle est toujours plus savoureuse. Ça veut dire que c'est quand même plus compliqué de la cuisiner, parce que... Mais c'est 50-50. Ah, oui. Et la ménagère, la cuisinière, elle compte autant que le boucher. Hein. Bon, le problème, il est là, parce que moi, je vous fais cuire un beefsteak d'une façon et de l'autre, vous verrez la différence, et vous allez goûter. Si je le fais cuire, c'est dur comme la table, et s'il est saignant, alors d'abord, il faut chauffer bien son huile pour faire un bon steak, hein. Saler les dernières minutes, parce que le sel fait ressortir le sang de la viande. Et souvent, les dames, je sais pourquoi, il y a des messieurs qui me disent, je ne comprends pas, moi. Ma femme, elle ne sait pas cuire les beefsteaks. Je dis, si, elle sait les cuire. Seulement, il y a le problème, c'est qu'il faut que l'huile soit très chaude. Et ça gicle. Elle en met un peu de partout, toute sa cuisinière. Alors, elle s'en kikine pas. Elle ne la chauffe pas trop. Et il fait plus bouillie. Et oui, et sa main, il n'est pas si bon. Autrefois, lorsqu'on allait chez le boucher, il y avait un grand dessin représentant un bœuf, par exemple, avec les différentes pièces. Ça veut dire que, j'imagine, les gens étaient très connaisseurs, quoi. Bien sûr.
Ils s'y connaissaient, quoi. Le client de l'autre côté de la caisse. Les gens étaient plus des gens de terrain qu'aujourd'hui. Les gens ne sont plus aujourd'hui. Vous savez, c'est du conditionné, le buff haché, hein, terminé. Le poisson est pareil. Hein. Les gamins, ils ne connaissent plus que ça. Entre parenthèses, c'est vrai ce que vous dites là, parce que j'imagine qu'autrefois, les paysans, il devait y en avoir, et les éleveurs, ils abattaient chez eux. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, il y avait des petits abattoirs dans chaque village. Chaque boucher avait son petit abattoir autrefois. Et oui, après, donc, on a fait fermer ces petits abattoirs. Et les communes ont géré le principe. Après, il n'y avait plus que Chabeuil, dans la région, Cré, Die. Les bouchers, il fallait qu'ils aillent tuer, parce que les vétérinaires n'avaient pas le temps de faire le tour de toute la contrée, pour voir toutes les bêtes. Alors, quand c'était concentré dans un coin, c'était quand même plus commode pour le véto, pour aller les visiter. Parce que tous les soirs, il passe, le vétérinaire, on ne peut pas sortir une bête tant qu'elle n'est pas estampillée, hein, ça c'est clair. Vous abattez une bête, c'est le vétérinaire qui met son tampon, hein, parce que si vous la sortez comme ça, elle est saisie d'entrée. Est-ce qu'il y a des trafics sur la viande? Pas bien, non. Non, j'en ai jamais vu, non. Honnêtement, j'en ai jamais vu. Les gens étaient sérieux. Ah ouais, la boucherie, c'est trop délicat. C'est trop... Et puis alors, les amendes, après, attention, vous faisiez fermer les commerces, hein, les amendes. Ah oui, attention, si vous amusez à cela, ça ne dure pas, hein. Le commerce, c'est... Oh, hein. Bon, les bêtes, autrefois, se payaient par chèque, beaucoup. Mais bon, à une époque, ça se payait aussi en espèces, mais c'était légal. C'était légal. Je parle, il y a 40-50 ans, on payait les bêtes en espèces. C'était tout à fait dans la logique. Après, est venu le chèque. Je reviens au tourné parce que ça veut dire que tu as été... Au fond, c'est le témoin de vraiment d'une histoire de la vie des villages. Ah oui, c'est incroyable. C'est agréable. Alors, il y avait le problème, c'est que, vous savez, quand vous faites des tournées dans un village, le problème est que tu faut être bien avec tout le monde. C'est tous les clients. L'argent de Pierre et de Paul, c'est le même. Hein. Alors, il y avait des fois des ennuis, c'est que viens boire l'apéritif à 11h. Mais on ne peut pas boire l'apéritif dans chaque maison, parce qu'on ne peut plus. Alors, il faut essayer de s'organiser dans sa tête. Si j'ai bu le pastis chez Pierre, j'irai le boire chez Paul aujourd'hui, et ainsi de suite. Et je faisais un peu le tour pour fâcher personne. Bon, le café, pareil, après, dans l'après-midi, viens boire le café, tiens, bon. Je reprenais vers 1h30 ma tournée, j'avais mangé, quoi. Et ben, bon, le café, vous en buvez deux, c'est pas grave, mais le pastis, il fallait faire gaffe aussi, même à l'époque, il fallait être plus vigilant. Alors, mais il ne faut pas fâcher personne. Il ne faut pas aller, par exemple, dire, tiens, chez lui, j'y vais jamais, parce que ça ne me plaît pas d'y aller. Ah non, il ne faut pas le faire, ça. Parce que là, on a tout faux. Alors donc, il faut tout le monde au même niveau. Comme je dis tout souvent, riche ou pauvre, intelligent ou imbécile, pareil. C'est ma politique. Voilà. C'est un métier saisonnier, enfin, en tout cas, dans la semaine, sûrement. Parce qu'on mange plus de la viande... Non, les gens achetaient... Non, tous les jours. C'était régulier. Les gens avaient déjà des réfrigérateurs quand je faisais des tournées. Ah oui. Alors, et des congélateurs, ce qui leur permettait quand même d'acheter et pouvoir mettre au frais, quoi. Non, il n'y avait pas de jour... Et alors, dans l'année, si on... Oui. Il y avait des moments où on achetait un peu... Ah, mais oui, l'été. Ah, ben, l'été, juillet-août, dans Diois, on était là. Ah, oui. Diois, juillet-août, il y avait beaucoup de boulot. Alors, l'hiver, bon, c'était... Mais on avait une clientèle sûre après l'hiver, parce que... Et les gens qui étaient agriculteurs, ils ne s'en allaient pas, ces gens-là. Vous étiez sûr de les retrouver. Et voilà. Alors, le tourisme, je ne travaillais pas tellement avec le tourisme. Je travaillais avec des gens qui avaient des résidences secondaires. En parenthèse, on connaît tous le barbecue. Mais j'ai l'impression que lorsque je réfléchis dans mes souvenirs, il n'y a pas toujours eu le barbecue. Ben non. Ah ben non. Ça n'a pas toujours existé. Ah ben non. Je ne sais pas combien de temps, ça fait 40 ans, je ne sais pas, 30 ans. Oui, 40 ans. Bah, c'est... il y a un peu les pieds noirs, nous ont emmené ça. Le barbecue, et puis des musulmans qui sont entrés en France. Alors donc, ils nous ont amené le couscous, les merguez. Alors les merguez, autrefois, aujourd'hui on fait filer des bas morceaux dans les merguez, les poitrines d'agneau, certains morceaux de pot-au-feu, de bœuf, hein, parce qu'il faut mettre que d'agneau et du bœuf, évidemment. Bon, du veau est accepté, mais pas le porc, évidemment, ça va de soi. Et là, automatiquement, ça a amené une nouvelle formule de travail. Ça a fait évoluer le métier. Parce qu'autrefois, les gens... Alors, les pot-au-feu qu'aujourd'hui on passe dans les merguez ou les poitrines d'agneau, dans le temps, les gens cuisinaient plus. Les dames, les poitrines d'agneau, on en faisait du sauté d'agneau. Qu'aujourd'hui, ben, on n'en fait plus, très peu. L'hiver, mais pas l'été. Et les pot-au-feu, ils s'en faisaient même l'été. Hein, parce qu'elles faisaient les restes, elles faisaient leurs tomates farcies, des trucs comme ça, vous comprenez, le reste de pot-au-feu. Maintenant, c'est fini, ça. On achète la farce toute prête, et hop, on fait ses tomates, et encore des fois, on les achète toutes prêtes, toutes cuisinées, les tomates farcies. Alors, mais bon, c'est pour dire. Alors, bon, les traiteurs qui fabriquent tout ça,
eux, ben, ils se servent de pot-au-feu pour le faire, bien sûr. Ils font de la farce eux-mêmes. Et les métiers ont évolué là-dessus. Ouais, ça a changé, oui, beaucoup même. Entre parenthèses, c'est vrai que les vies ont changé, mais nos grands-mères, nos mères, la question des restes. Elles les utilisaient, elles ne jetaient pas. Aujourd'hui, ben, on met à la poubelle. Puis on dit, on n'y arrive plus. Et oui, mais attendez, c'est là le problème là-dessus. Les jeunes ménages, ils n'y arrivent plus, mais en faisant comme ils font, ils ne peuvent pas y arriver. Ils sont même bons parce que je ne sais pas comment ils font, moi, certains. Il y a de la concurrence de l'étranger. Peut-être les Italiens, Le Parme, oui. Et puis le San Daniel. Le San Daniel qui est un très bon jambon. À mes yeux, c'est le meilleur. Le San Daniel, c'est un petit village dans le Piémont, limite en montant sur l'Autriche suisse. Et là, le jambon cru, c'est le top. C'est le top en prix aussi. Hein. Parce que le Parme est très bon, mais le San Daniel, c'est le sommet. Parce qu'il y a le Serrano, les jambons espagnols. Ils ont un autre goût. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais ils ont un autre goût. Et pour moi, c'est le San Daniel le sommet. Mais c'est le sommet du prix. Et est-ce que a pu arriver par exemple des clients anglais ou peut-être espagnols, etc., qui demandent des viandes, enfin, si je puis dire, à leur façon, parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de tout à fait l'utiliser. Quand même, il faut le reconnaître, c'est la France qui détient le pompon dans le monde. Enfin, je ne dis pas dans l'Europe, dans le monde. La découpe française, elle est reconnue mondialement. Parce que alors, là où on a leurré un peu les Français, c'est la découpe américaine. Alors ça, oui, mais ça c'était moderne, c'est la coupe américaine. Ouais, c'est que tout couper la scie avec... Voilà, les planchettes, on leur a fait. C'est la découpe américaine. Seulement quand on ne sait pas ce que c'est, on tombe dans le piège. Ça vient d'Amérique. Alors, mais eux sont sommés de tout, c'est mieux. Sauf que c'est pas ça du tout. La découpe française, c'est le sommet du monde, je dis bien du monde, en boucherie. Et même en cuisine. Tu vois, ça va avec. Hein. La boucherie, la cuisine, la poissonnerie, c'est tous des métiers liés. Il ne faut pas l'oublier, tout ça. Et s'il y a de la bonne cuisine, c'est peut-être qu'elle a été bien préparée à l'avance, quand même, il faut le savoir. Bien élevée aussi chez l'agriculteur. Non, mais c'est une chaîne, hein, il ne faut pas croire.